À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Élection générale au Bénin 2026, si loin, mais si proche. Déjà, le sujet est sur toutes les lèvres et alimente bien des conversations. Mais comment l'institution phare en charge de l'organisation pratique des dites échéances, les élections générales bien entendu, une première depuis le renouveau démocratique, oui, comment l'organisation se fait-elle au niveau de la dite structure? Pour des éléments d'appréciation, nous avons à raison tapé à une porte, celle d'une éminence grise, comme dit le professeur François Abiola, qui nous aidera à apprécier ce qui se fait, surtout cette marche pour offrir un scrutin de rêve au peuple béninois, dans un environnement surtout marqué par beaucoup de suspicions, mais aussi d'inquiétude à raison autour d'un code électoral qui alimente beaucoup de débats. Le professeur François Abiola, en dépit d'un engagement fourni, un calendrier plus que chargé, a accepté donc de nous recevoir. Professeur François Abiola, merci de répondre à notre invitation. Le plaisir est pour moi. C'est votre droit d'avoir l'information. Merci, ce n'est jamais gagné d'avance, surtout sur des sujets aussi brûlants. Nos gratitudes. Merci. Chers téléspectateurs, nous sommes avec un membre du Conseil électoral de la Sénat. Avec lui, nous allons nous entretenir autour du thème nouveau code électoral en République du Bénin, rôle et responsabilité de la Sénat. Elle qui reçoit en permanence toutes sortes de coups lorsqu'on parle d'organisation d'un scrutin. 2026 sera-t-elle pareille aux autres élections? Avec le professeur, nous allons entrer dans les méandres de cette préoccupation. Nous allons commencer, professeur, par une question basique, mais quand même fondamentale. La Sénat, quand on en parle, que doit-on retenir et quelles sont ses missions régaliennes? Et la Commission électorale nationale autonome, c'est quoi la Sénat? Prenons une définition légale. C'est-à-dire qu'on peut prendre... Pourquoi je dis légal? Ça aussi, c'est important. Quand c'est une expression importante, je vais dire ça. Chacun peut définir comme il veut. Hein. L'universitaire peut dire la Sénat, bon, c'est quelque chose. L'homme de rue va dire, bon, la Sénat, c'est quoi même? Prenons la définition légale. Parce que quand on dit les définitions légales, c'est la définition qui est issue d'une loi qui est issue de l'Assemblée. Donc là, les discussions ne sont pas possibles. On peut faire des interprétations. Donc, conformément à la loi qui a institué la Sénat, je vais vous lire ça. La Sénat, c'est la Commission électorale nationale autonome qui est une structure administrative permanente, autonome, chargée de missions relatives à des élections nationales. Vous permettez que je vous appelle Joël, hein, pour que... Avec plaisir. Pour aller un peu plus vite, là. Donc, vous avez 3 mots dedans. Structure administrative. Donc, nous sommes parmi les démembrements de l'État. On n'a pas dit institution, on a dit structure administrative. Mais il y a 2 mots importants. Hein. Permanente. C'est-à-dire, la Sénat, la structure administrative est permanente, elle est là. Autonome. Ça veut dire que la Sénat ne peut pas recevoir d'ordre de Joël, de X, de Y, avec les membres et les organes qui la constituent. Elle ne peut pas faire n'importe quoi aussi. Elle a une mission définie par ceux qui l'ont instituée. Qu'est-ce que ça dit? D'abord, la base, c'est la loi. Hein, puisque j'ai dit, quand il le faut, je vais préciser si c'est légal, si c'est mon interprétation à moi, parce que j'ai donné la définition légale tout à l'heure et j'ai fait mes interprétations en me basant sur 2 mots, permanent et autonome. Donc, c'est la loi, d'abord, numéro 2019-43,
du 15 novembre 2019 qui porte l'adoption du code électoral au Bénin et qui a été modifié par une deuxième loi, la loi 2024-13 du 15 mars 2024, donc qui complète la loi de 2019. Avant d'arriver à la mission, voyons la Constitution. Oui. La Constitution de la Sénat. Comment c'est constitué à partir des deux lois, une loi qu'il a instituée et une loi qu'il a modifiée. Et cette loi précise que la Sénat a deux organes. Deux organes. Un organe qui est appelé Conseil électoral et l'autre qui est appelé la Direction générale des élections. Le Conseil électoral a 5 membres. 5 membres. Pour faire court, disons que 3 membres désignés par l'Assemblée nationale, dont un membre de l'opposition. Donc, un membre de la majorité parlementaire et un autre membre de la minorité parlementaire. Voilà les 3 qui viennent du Parlement. Ensuite, un 4e membre qui est un magistrat élu par ses pairs, l'association des magistrats du Bénin, et un membre désigné par l'exécutif, représenté par le chef de l'État. Ça, c'est le Conseil électoral. Vous avez la Direction générale des élections, avec comme principal acteur celui qu'on appelle le Directeur général des élections, et 4 membres techniques, DMO, DSI, DAF, DCF. Ensuite, une personne que l'on appelle la personne responsable du marché public, DRMP. Voilà comment c'est campé. C'est ça la Sénat. Avec le personnel d'appui, les chauffeurs, tout personnel d'appui qu'une structure peut avoir. Nous avons ça aussi. Avant d'évoluer, les organes, ça paraît bien clair, distinct. Mais s'il n'arrive pas que de temps à autre, un organe se retrouve sur la voie de l'autre pour parler de façon triviale. Vous avez raison. On va revenir. Quand j'aurai planqué la mission, vous allez voir que le législateur a prévu tout ça. Okay. Parce que, interprétation, ça n'a rien de législatif. Vous avez la loi, vous avez les hommes qui sont chargés d'appliquer la loi. Tout à fait. C'est la qualité de ces hommes-là qui va faire qu'on va dire « Ah, c'est bien, c'est mauvais ». Parce qu'on peut déjà admettre que les législateurs sont des hommes et qui sont pétris de qualité, des hommes et des femmes qui connaissent pourquoi ils prennent une loi. Maintenant, les autres qui sont chargés d'exécuter, c'est eux qui font que Joël et moi et les citoyens de Dantopa vont dire « Bon, c'est du n'importe quoi ». De ces hommes-là. On va revenir à ça tout à l'heure. Mais qu'est-ce que le législateur lui a prévu? Il a bien dit ce que l'un et l'autre, ce que nous devons faire. Donc, la mission de la Sénat, légale. La Commission électorale nationale autonome est chargée notamment de préparer et d'organiser les opérations de vote électoral et référendaire. C'est une de nos missions. De former les agents électoraux, de vulgariser le code et les textes électoraux, d'approvisionner, de déployer le matériel national, d'enregistrer et d'examiner les dossiers de candidature, de valider les candidatures, de compiler et de publier les résultats provisoires des élections législatives et de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, de compiler et publier les résultats définitifs des élections communales. On va revenir là-dessus tout à l'heure. C'est-à-dire que nous sommes chargés de compiler et de transmettre en ce qui concerne les élections législatives et l'élection du duo président et vice-président. Mais pour les élections communales, nous avons une autonomie un peu plus large. Et le rôle de chacun de ces organes-là, c'est la mission globale. Qu'est-ce que chaque organe doit faire à l'intérieur? Là aussi, c'est précisé. Pour faire court, on a dit
Le conseil électoral, c'est celui qui est chargé de la supervision de tout ce que je viens de vous dire. Et la direction générale des élections, c'est en quelque sorte, si vous pouvez me permettre ça, c'est le bras technique du conseil électoral pour pouvoir accomplir la mission qu'on nous a donnée. Okay. Il n'y a pas... c'est vrai, nous sommes des hommes, mais... Et ensuite que c'est la première expérience. Le législateur a professionnalisé en quelque sorte la Sénat, et c'est la première, c'est nous qui sommes en train de faire la première expérience. Donc votre question est pertinente. On ne peut pas dire que nous-mêmes on n'a pas eu ça. Qui doit faire quoi? On n'a pas eu ça, mais sans me vanter, et je le clame partout avec fierté. Et Dieu seul sait que j'ai, si vous me permettez, allez-y. J'ai quelques expériences d'échange avec et certaines personnalités d'Afrique et d'ailleurs. Et j'ai surtout avec mes parents, deuxième parent, le Sénégal, où nous avons essayé de voir à peu près comment ils gèrent les élections et comment nous gérons nos élections. Je me suis permis de dire à ce niveau élevé là, que la structure du Bénin, l'organisation des structures électorales au Bénin, que nous sommes les meilleurs. Je me suis permis ça. Donc, à partir de cette question, est-ce que chacun fait son travail? C'est à cette structure conseil électoral-là qui est la structure qui supervise. C'est-à-dire, si tu me permets l'expression, qui donne les orientations pour ce que j'ai appelé tout à l'heure le bras technique. Cette structure-là doit être à la hauteur et non s'occuper de l'accessoire. Parce que si s'occupe de l'accessoire, tu aurais entendu dire que bon, ben, les élections, là, c'est là. On va revenir, hein, parce que tout le monde n'est pas content par rapport à... Enfin, tout le monde pense qu'on a, comment on dit Dawawi, là, on a fait John Lucas à des moments donnés. On va y arriver. Là, quand l'expression vient de vous, c'est heureux, on va y revenir. Voilà. Donc, le conseil électoral qui fait ces supervisions-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, elle a une procédure de travail et nous passons beaucoup de temps entre le conseil électoral et la direction générale des élections pour nous entendre sur ce qu'il faut faire. Moi, je pense que c'est ça l'une des bases. Quand je dis le principal, c'est l'une des bases. Passons beaucoup de temps pour dire non, ça, vous ne devez pas faire ça là. Ça, ce n'est pas vos prérogatives. Ben, au bout du rouleau, quelle est notre mission? Notre mission, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est de faire des élections apaisées, transparentes et que tout le monde apprécie. Et c'est ça le principal. Mais parfois, il faut laisser l'accessoire pour y arriver. Oui. Dans cette marche, comme vous l'avez très subtilement évoqué, c'est un travail qui n'a de sens qu'avec les formations politiques. Oui. Longtemps, et très souvent, on a entendu des leaders politiques dire que cette institution-là, tout porte à croire qu'elle ne vit que pour elle-même. Il faut attendre la veille des élections pour qu'elle sache que nous existons. On ne sait pas vraiment ce qu'ils font si ce n'est pas attendre les élections pour faire ce qu'ils font là et donner satisfaction à qui ils veulent. Ça, on y revient. Mais dites, c'est quoi le rapport réel de la Sénat avec les formations politiques, sans qui la Sénat, on peut dire quelque part, n'a pas de mission, n'a pas de travail. Tout à fait. Sans les partis politiques et les citoyens. Oui. Sans les partis politiques. Vous avez raison, mais sans exagération, je peux dire que les contacts sont permanents avec les partis politiques. Permanents. Donc c'est un langage de bois quand les gens disent... Non, je vais vous dire dans les détails. D'abord, il y a une prescription, je vais même dire deux prescriptions légales. Deux prescriptions légales. La première, concerne le financement des partis politiques. Le financement des partis politiques. Vous savez que la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 porte ce qu'on a appelé Charte des partis politiques en République du Bénin. Et cette loi a prévu le financement des partis politiques sous certaines conditions. Les partis qui ont des députés et les partis qui ont des maires. Et cette loi a chargé
la Sénat d'exécuter cette disposition-là. Donc, ne serait-ce que ça, nous devons définir d'abord le montant, quels sont ceux qui ont droit, et ensuite échanger pour savoir dans quelles conditions vous avez droit et quelles sont les satisfactions que vous devez donner aux uns aux autres. Ça veut dire que nous voyons pour ça. Deuxième niveau, c'est que les dispositions aussi législatives prévoient que la Sénat doit suivre le fonctionnement des partis politiques, l'existence des partis politiques, les conditions pour lesquelles un parti politique est parti politique. Par exemple, il y a des dispositions qui disent qu'un parti politique doit avoir un siège national et des sièges au niveau de chaque département. Donc, et c'est la Sénat qui est chargée de vérifier tout ça là. Bon, la Sénat ne va pas se lever, elle fait ça. Donc, pour déclencher cela, il faut bien faire les règles, il faut définir les règles, comment nous allons aborder ça avec les partis politiques. Ça signifie quoi? Ça signifie que ne serait-ce que par ces prescriptions légales-là, nous sommes tenus de parler ensemble. Ça, c'est ça qui est permanent. C'est permanent. Et pour donner acquis de droit concernant le financement, et ensuite pour tous les 13 partis qui existent au Bénin, voir est-ce qu'ils respectent les dispositions légales qui font qu'un parti est appelé parti politique au Bénin. Troisième niveau, quand on lance les procédures électorales, et chaque niveau de nos opérations électorales, on les invite pour dire on est à cette étape, on est à cette étape, on est à cette étape. Voilà. Donc, ne serait-ce que par cette disposition légale, nous sommes obligés de parler. La Sénat est obligée de parler avec les partis politiques. Chaque parti politique, j'ai dit tout ça. Le Bénin a fait mieux. Moi, je ne vais pas citer des pays pour le financement des partis politiques. Ça, c'est un point principal pour le Bénin. Et chaque étape des opérations, nous invitons les partis politiques. C'est un point aussi principal dans ce que nous faisons. Principal positif, selon nous, à la Sénat. Je vais vous dire une disposition légale qui dit les partis politiques sont tenus de participer aux élections législatives communales et locales. Tout parti politique perd son statut juridique s'il ne présente pas de candidat à 2 élections législatives consécutives. Il y a des obligations. Et nous leur disons. Nous avons d'ailleurs fait, il n'y a pas longtemps, à peine 3 ou 4 semaines, et nous avons rendu nos conclusions la dernière fois pour dire voilà ce que nous avons constaté sur le fonctionnement de ce qu'on appelle parti politique au Bénin. Le constat, est-ce qu'il est reluisant? Bon, on leur a déjà dit. Vous l'avez déjà dit. Et on a dit. Pour le peuple qui veut savoir. Oui. Oh, mais bien sûr, c'est le début. Bon, il y a des partis, et on n'arrive même pas à voir quel est le siège national, par exemple. On leur a déjà dit. Oui. Et la loi sera appliquée en son temps. Oui. Maintenant, nous allons... Ça, c'est la première édition, ça. Oui. Nous allons lancer... Nous avons même déjà lancé la 2e édition. Ce que j'ai dit là, c'est l'édition 2023. Nous allons faire l'édition 2024 en demandant à ceux qui n'avaient pas réussi à satisfaire au niveau du siège national qu'ils essayent de faire ça parce que c'est des dispositions légales. Et ensuite, la disposition que je viens de lire là. Si tu ne participes pas à des élections successives, il faut qu'on constate et le ministère chargé de l'Intérieur doit te retirer l'agrément d'être parti politique. Et M. Joël, il faut qu'on applique ça. OK. Voilà. Vous y veillerez? Non, c'est pas nous qui retirons. Non, mais voilà. Vous me permettez de faire une précision. OK. Monsieur Joël. Ça dit qu'on dit la Sénat, mais la Sénat, il y a ce que la Sénat fait et ce que la Sénat ne fait pas. Là, vous informez seulement. Non, la Sénat exécute. Ça dit que quand on dit la Sénat, ça dépend. C'est pas la Sénat qui fait les lois. Les lois, c'est si vous avez quelque chose à modifier, c'est pas la Sénat. C'est la loi. Quand la loi sort et arrive ici, nous, Conseil électoral, Direction générale, ils ont dit ceci. Que dit la loi? Si la loi dit de faire ça comme ça, jusqu'à ce qu'on dit qu'on n'a pas changé. Mais nous, on fait ça.
C'est-à-dire, vous voyez les discussions autour du nouveau code, là, comme les gens disent là. La Sénat, pourquoi la Sénat a commencé à former les gens alors qu'il y a discussion? Non, non, on a un texte. On a des cahiers de charges. Notre cahier de charges, c'est la loi. La loi dit c'est comme ça se fait jusqu'à ce jour. Si demain, pendant même qu'on est en train de former, de nous préparer, conformément à la loi dont nous disposons, si on nous dit aujourd'hui que la loi là a changé, est-ce que vous voulez nous dire, puisque vous anticipez, est-ce que vous voulez nous dire que par rapport au bruit de couloir, aux appels incessants à la modification du code électoral, la Sénat n'a rien à voir par rapport à ce débat? Absolument rien. Rien. Mais vous m'avez posé la question de façon claire, je vous réponds de façon claire. On n'a rien à voir là-dedans. La loi dont je vous ai parlé tout à l'heure, modifiant la loi de 2019, une nouvelle loi de 2024. Mais non, on prend la loi 2024. Nous, on ne va pas attendre pour dire, mais non, on n'est pas dans ça. Hein. Dans attendre. On a la loi là. On dit, bon, voilà comment ça va se faire. Que le législateur a dit, voilà comment ça va se faire. OK, nous, on se prépare. Maintenant, si en temps, l'arbitre dit que le match ne fait plus 90 minutes, c'est 200 minutes. Bon, on s'arrête aussi. On dit, l'arbitre a déjà changé les règles. Hein. Voilà maintenant ce que vous devez appliquer. Alors, la formation en cours actuellement, et vous restez dans la logique de la nouvelle loi. Et si, comme vous le dites, il arrive que l'arbitre dise, bon, on change un peu d'orientation, vous aurez le temps matériel pour vous adapter? Je vous ai parlé de 2000. J'attends toujours que vous me félicitez pour 2023, ça ne vient pas. Je vous ai parlé de 2023. On était nouveau, on ne se connaît pas, on est là, chacun avale les couleuvres. Quand c'est une petite couleuvre, grosse couleuvre, avec coquillage, sans coquillage, chacun avale ce qu'il peut. On a dit, le principal pour nous, c'était de réussir les élections de janvier 2023. On a réussi ça. En tout cas, on n'a pas entendu de grandes contestations. Donc, si entre-temps aussi on nous dit que la loi 2024, là, ça a changé ça a changé, on verra pour nous adapter. Parce que c'est dit aussi que, les législateurs, là, c'est des gens bien, quoi. Vous voyez, au niveau de la CEDEAO ou d'une autre institution, on a dit qu'on ne peut pas changer ces lois-là 6 mois avant. C'est bien ça. 6 mois avant. Donc, c'est pour tout ça, il y a des choses-là. 6 mois avant, vous ne pouvez plus toucher à ces genres de choses. Je pense que c'est pour permettre à nous, les exécutants, là, de bien exécuter ce qui est contenu dans la loi. Donc, nous, on n'a pas d'inquiétude. Nous, on n'est pas partie prenante de cette... rien. On n'est pas partie prenante de cette discussion-là. Ça se fait à l'Assemblée. Il faut dire aux gens, là, la Sénat, c'est pas... Lui, c'est pas la... Monsieur le ministre, regardez dans la caméra et dites-le. Non, je suis sûr qu'ils m'ont entendu que les débats actuels sur le nouveau code ou ancien code, ça ne concerne pas la Sénat. La Sénat exécute la loi en vigueur. Nous avons commencé à nous préparer par rapport à la loi qui porte le code électoral au Bénin 2024. Nous sommes en train de nous préparer pour ça. Si en temps, on nous dit que les choses ont changé, on s'adaptera. C'est aussi clair. Nous poursuivons avec les élections générales. C'est un élément fondamental, le nouveau code électoral. Mais parlant de cette disposition, beaucoup s'interrogent sur qui, on parlera d'élections couplées, qui pourra lever des sièges, dans quelles conditions, la question de répartition, est-ce que la Sénat, vous matin, ne dira pas que non, mais toi tu ne passes pas parce qu'il t'a manqué ceci. Quelle clarification doit-on avoir de ces dispositions qui s'interprètent à tort et à travers? Mais je vais encore vous montrer l'importance de ce que nous faisons ici. Imaginez, le Bénin, les structures qui sont chargées d'organiser ces consultations électorales, vous avez entendu parler des coordinations d'arrondissement. Tout à fait. Il faut désigner des coordonnateurs d'arrondissement. Il y en a 546. C'est énorme. 546. Vous avez entendu parler des centres de vote. Il y en a 7 986. Les postes de vote, 17 749. Et les agents de bureau de vote, 53 176. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... bon, puisque vous avez dit c'est le train qui n'arrive pas à l'heure, là, 2023, nous avons digéré tout ça. Ça dit que nous avons
dit donner l'information, la formation, des comportements à tous ces gens-là. C'est énorme. Maintenant, puisque c'est les élections générales de 2026 qui vous intéressent, et vous avez raison, nous-mêmes, nous avons déjà commencé. Je vais peut-être dire qu'on parle des élections couplées. Ça, c'est les élections législatives et communales. Élections couplées, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire des élections législatives et communales au même moment. Les élections législatives, c'est les élections pour que le peuple désigne les députés. Les élections communales, c'est les élections pour que le peuple désigne les conseillers communaux. C'est clair. Ça, là, on le fait ensemble. L'élection du duo président et vice-président de la République, ça se fait à part. Et selon la loi, puisque nous parlons de la loi, l'élection du président de la République, là aussi, et des législatives, c'est déjà fixé pratiquement par le législateur. Les législatives et les communales qu'on fait ensemble auront lieu le deuxième dimanche du mois de janvier 2026. Le premier tour de l'élection présidentielle, c'est le deuxième dimanche du mois d'avril 2026. Ça veut dire qu'il y a une difficulté qui est déjà enlevée là. On n'attend plus le président pour dire « je convoque le corps électoral ». On sait déjà. Donc on peut prendre le calendrier, on dit normalement l'élection des députés et l'élection des conseillers, ça aura lieu tel jour. L'élection du duo présidentiel aura lieu tel jour. Donc ça là, c'est fixé. Par rapport aux questions que vous me posez là, comment ça se passe? Donc, une fois que nous savons ça, nous à la Sénat ici, nous devons faire ce qu'on appelle le déclenchement des candidatures. Ça dit, et par exemple, quand est-ce qu'on commence à déposer les dossiers? Et ça aussi, c'est légal. C'est l'article 40 qui a bien fixé ça. 60 jours avant le scrutin, pour les législatives, on doit commencer à avoir les dossiers. 75 jours pour les communales et 180 jours pour le premier tour du duo présidentiel. Donc, c'est les partisans. Chacun joue sa partition. Donc, avec ces délais-là, ces délais qui sont des délais légaux, chacun doit savoir ce qu'il a fait. Il n'y a plus à dire que c'est le président, l'exécutif, c'est déjà précisé. Quand on fait ça maintenant, c'est ce qui revient aux citoyens. C'est les listes électorales. Les listes électorales, ça, je dis à mes concitoyens qu'il y a 3 étapes. Lesquelles? 3 étapes si quelqu'un veut participer en tant qu'électeur à toutes ces consultations-là. Il y a ce qu'on appelle d'abord l'inscription dans le registre RAVIP. Si tu n'as pas fait RAVIP, n'attends pas que tu vas participer à l'élection. C'est légal. Donc, ceux qui s'apprêtent à participer aux élections générales... Il faut d'abord aller faire RAVIP. Si je veux parler un français facile. RAVIP, c'est quoi? Là aussi, c'est une loi, c'est légal. On ne veut plus faire d'à peu près au Bénin. La loi numéro 2017-08 du 19 juin 2017 portant identification des personnes physiques en République du Bénin a fixé tout ça là pour le RAVIP. Son article 12 dit ceci. Il est établi un registre national des personnes physiques désigné ci-après par le terme « registre national » qui a pour finalité de regrouper toutes les données relatives à l'identification des personnes physiques. C'est le premier niveau, ça. Le registre national, où il y a la base des données d'identification. Une fois maintenant, ce n'est pas nous. Parce qu'on dit tout ça, c'est la Sénat, ce n'est pas nous, c'est l'ANIP qui est chargé du RAVIP. Maintenant, une fois que tu es parti t'inscrire au niveau du RAVIP, tu es dans le registre.
Si tu veux voter, participer à l'élection 2026, va d'abord faire, si que tu as 18 ans, va d'abord faire RAVIP. Donc, c'est le premier niveau. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, Ceux qui ne l'ont pas encore fait, on fait ça une fois. Et ils ont encore le temps. Bien sûr, c'est 2020. Bon. Je pense que c'est l'année. Ils ont des structures, même, je pense, hein, je ne dis pas des bêtises, ils ont des structures au niveau des communes, au niveau des villages. Je peux même dire que c'est pratiquement tous les jours, je pense, hein, et ça n'engage que moi ce que je dis là, mais je pense que c'est ça. Donc, une fois que l'ANIP a fait ça, l'ANIP petit du RAVIP, là, ça va lui donner ce qu'on appelle la liste électorale informatisée provisoire. LIP. Liste électorale informatisée provisoire. Non, Joël, les législateurs, là, ils ont pensé à beaucoup de choses de bien. C'est de bien. Liste électorale informatisée provisoire, c'est-à-dire que 120 jours avant la date des élections, une liste est extraite du registre national et elle est présentée par centre de vote. Elle est affichée. C'est provisoire. On doit aller faire les corrections. Et une fois que ce délai-là est terminé, l'ANIP prend les corrections et fait maintenant ce qu'on appelle la liste électorale informatisée. Et c'est cette liste électorale informatisée que l'ANIP doit transmettre à la Sénat. C'est pas compliqué à comprendre ça. En principe. Hein, si vous me permettez, là, j'allais dire ça en bariba, en nago, en tout ce que vous voulez. On aura l'occasion pour oui, vous en faites pas. Dire tout ça là. Si tu veux aller d'abord aux élections, là, citoyen, et c'est ton droit, va voir RAVIP. Une fois que tu as vu RAVIP, 120 jours avant, RAVIP va publier, afficher la liste électorale informatisée provisoire qui définit les centres de vote, les lieux de vote, tout ça. Vas-y voir. Si tu as des corrections à faire, tu fais les corrections et tu transmets au RAVIP. Et maintenant, RAVIP va envoyer 60 jours avant à la Sénat la liste électorale informatisée. Et c'est sur cette base-là que nous travaillons. Maintenant, il y a un débat, je sais que vous allez y arriver. C'est la question des... Voilà. Parce que dans les dossiers à fournir, j'ai déjà dit quand est-ce qu'on n'a plus besoin de quelqu'un pour lancer les élections, c'est sûr, on a la date. On n'a plus besoin de quelqu'un pour dire ce qu'il faut faire, c'est contenu. Et dans les dispositions actuelles, il y a le parrainage. Et on vous dit ce qui est écrit, l'article 41. Et surtout ce qu'il faut comprendre. Je vous dis et puis vous me posez des questions. Les parrainages sont recueillis sur des formulaires nominatifs mis à la disposition des élus concernés par la Sénat pour les candidats du duo présidentiel, pour les présidents, les présidentiels. Donc il y a des formulaires mis à la disposition des candidats et les candidats doivent répondre et surtout joindre les preuves de la désignation par le parti ou coalition de partis de parrain. C'est-à-dire que ce n'est pas un formulaire, tu dois joindre les preuves que tu as des parrains. Que tu as des parrains. Et je lis sur la disposition légale, c'est un maire et un député qui peuvent être parrains. Un maire et un député. Et le maire et le député ne peuvent parrainer qu'un candidat membre ou désigné par le parti sur la liste duquel ce maire ou ce député-là a été élu. Donc, tu ne peux pas aller désigner n'importe quel candidat. Tu ne peux pas parrainer n'importe quel candidat. Je ne sais pas si ça se fait clair. C'est-à-dire que pour parrainer un candidat, il va falloir que ce candidat-là soit de ton parti. Et que ce candidat-là soit désigné par ton parti ou par la coalition de partis dans laquelle ton parti est. Voilà ce que dit la nouvelle disposition. Et ensuite, le maire peut, ou le député peut désigner quelqu'un qui fait partie d'un accord, dont le parti fait partie d'un accord de gouvernance. Ce professeur, on me souffle que le temps est parti, bien que ce soit intéressant ce que nous disons. Très rapidement, la question de 10% et de 20%.
Pour les 10%, ça c'est très important. Ça dit qu'il faut bien comprendre. Une fois qu'on a été voté, on est candidat. Les partis ont joué leur partition, la Sénat a joué sa partition, tout le monde a joué sa partition. On envoie tout ici, on calcule, on compte. Il faut attribuer les sièges au niveau législatif. Pour attribuer ces sièges-là, on regarde d'abord au niveau national. Quels sont les partis, les listes qui ont 10%? 10% au niveau national. On regarde ça. Ils sont éligibles. Mais ce n'est pas fini. Une fois que tu as 10%, ça veut dire que tu es dans la cour des grands. Maintenant, on regarde au niveau des circonscriptions électorales. Il y en a 24. C'est ça, hein? Oui. Tu dois avoir 20% dans chacune des 24 circonscriptions électorales. Si j'en ai dans 23, et je n'en ai Non, non, c'est pas bon. Je passe à côté. C'est pas bon. Bon, il n'y a pas des occasions de rachat. Non, attends, je vais aller jusqu'au bout de ma réflexion. On a parlé d'accord de gouvernance. Oui. Ça dit que tu n'as pas les 20%. On regarde maintenant ton accord de gouvernance. Est-ce que là où toi tu n'as pas 20% là, est-ce que le parti avec lequel tu as fait accord de gouvernance, est-ce que ce parti-là a au moins 10%? D'abord. Oui. Si ce parti n'a pas 10%, vous tombez. Sérieusement. Vous tombez. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein. Nous, on applique. La Sénat n'a aucun... Mais vous me permettez là, Joël, 2 minutes à celui qui a le chronomètre là. Parce que ce que je dis là, c'est important. Quand nous avons dit qu'il y avait des résultats qui sont caducs là, parfois c'est ceux qui ne comprennent pas qui se moquent de ceux qui comprennent. Expliquez-vous. Quand on dit à la Sénat, moi j'ai lu sur beaucoup de forums, hein, et chacun, même quand les gens veulent faire des blagues maintenant, ils disent c'est caduc comme on a dit à la Sénat, c'est caduc. Je dis, oh Seigneur, il ne comprend pas ce qu'on appelle caduc. C'est pourquoi il ridiculise cette expression. De quoi il s'agit? Voilà. Faut pas, ça dit c'est nous là. Ridiculiser l'autre là, on est fort dedans. C'est quoi caduc? On a dit tout à l'heure que, sauf les élections communales, où la Sénat est mettre du bout en bout. Pour les autres, la Sénat transmet à une autre structure dessus d'elle. C'est ce que la loi dit. Nous compilons et nous transmettons à la Cour constitutionnelle. Maintenant, quand moi, je reçois des résultats, quand la Sénat reçoit des résultats, dit que voilà, tel bureau, il pose tel, et maintenant fait ses observations et transmet à la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il maîtrise ce qui va se passer à la Cour constitutionnelle? Ces résultats, si tu veux de nouveaux résultats, il faut aller là-bas. Maintenant, si tu viens avant que nous on ne transmette, que la Cour ne proclame ce qu'elle a proclamé, bon, on peut encore, comme on dit, on peut encore regarder dedans. Mais quand on a transmis, mais Joël, même si tu ne me dis rien là, quel est mon problème si je dis que ça n'existe? Je ne peux plus. En clair, la Sénat ne peut agir que lorsque les résultats sont encore à son niveau. Voilà, tu m'appelles. Merci, au moins là, tu ne m'as pas félicité pour janvier 2023, mais tu me permets de m'en sortir là. C'est ça. C'est lorsque c'est à son niveau. Alors, professeur, ce sera tout pour cet instant. Entretien, nous vous remercions pour la disponibilité. Nous espérons que dans pas très longtemps, vous serez encore disponible pour nous recevoir. Si vous avez un petit mot à l'endroit du peuple béninois et des acteurs politiques, que diriez-vous? Merci beaucoup. Et je dirais que au peuple béninois, que le peuple béninois est un grand peuple qui a toujours réussi à sortir des turbulences pendant les turbulences dans les grands moments. Et il n'y a pas de raison que nous ne continuions pas sur cette lancée-là. Le peuple béninois est un peuple brave et un peuple qui sait ce qui est principal de ce qui est accessoire. Même si aujourd'hui on peut permettre que certains aient des vues différentes, mais fondamentalement, c'est ça le peuple béninois. Et pour les élections à venir, les élections 2026, j'avais dit que le peuple béninois a fait des élections avant 2024, avant 2016, avant 2006, depuis même très longtemps, et qu'il n'y ait pas de raison qu'on ait peur
des élections à venir, des élections de 2026, nous existerons toujours. Merci, c'est sur ces mots que nous allons vous quitter. Nous insisterons toujours parce que le Bénin est plus fort que chacun d'entre nous pris individuellement. Seule la patrie compte. À très bientôt.